J'essaie de faire la lumière sur ces liens supposés entre les réseaux islamistes et la France insoumise, en tout cas les partis d'une règle générale. Et oui, on ressort pas beaucoup plus éclairé qu'avant. Je suis d'accord avec vous parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a finalement fait un cours magistral, mais je trouve que d'une certaine manière, il a donné une forme il a rappelé une doctrine qui est que, en tout cas, lui personnellement, et la ligne qu'il dit être celle de son mouvement est une ligne voilà, humaniste, laïque, en tout cas tout à fait contre l'islamisme, et qu'il fait bien la différence, etc. Mais derrière, dès qu'il s'agit de faits, par exemple sur les liens potentiels à Denain, ou une question très simple qui a été posée par le rapporteur sur est-ce qu'il est encore pour ou contre la loi de 2004 sur l'interdiction du voile à l'école. Il n'a pas répondu sur toutes les et sur le voilement des fillettes également. Il nous a fait une parade magistrale. Mais c'est ça. Et donc en fait, sur tous les sujets un peu sujets à controverse, où il aurait pu compléter ce virage qu'il a tenté d'entamer en reprenant une position plus laïque, en faisant retomber peut-être la pression communautaire, il ne l'a pas fait. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment là ménagé l'inconciliable quelque part. Et sur tous les sujets précis, il n'a pas répondu. Et d'ailleurs, il n'y a aucune action, parce que quand on voit encore une fois tous les députés qui ont, par exemple, mis en pâture certains journalistes en mettant l'adresse de leur rédaction en disant ce sont des islamophobes, il n'y a aucune sanction. Thomas Porte, il n'y a aucune sanction. Rima Hassan est toujours eurodéputé LFI. Donc en fait, il n'y a aucun acte. Et vous évoquiez Paul Vanier qui est mis en cause Exactement. par la journaliste Nora Bussigny après un tweet où en effet il a surligné l'adresse du média pour lequel elle travaillait, l'un des médias pour lequel elle travaillait. Et donc il n'y a aucune conséquence à ça, et donc quelque part c'est vraiment, ça souligne encore une fois l'hypocrisie de la situation. J'ai évoqué Florian Gérard Mercier. Oui, pour ajouter peut-être une des choses qui moi m'a le plus choqué et qui va un peu dans ce sens-là, c'est qu'il a par exemple fait la distinction entre les islamistes quiétistes et les islamistes terroristes. Et en disant, et en passant tout simplement comme ça, une petite phrase, les quiétistes, donc ils pratiquent leur religion chez eux sans faire de vagues, et ce n'est pas très loin de notre conception de la laïcité. Il a dit ça, et ça c'est quand même quelque chose de gravissime, d'autant plus dans ce contexte où justement on parle du fait que les frères musulmans, avec leur stratégie quiétiste, mais intégristes, ont une politique justement en utilisant la taqiya, en utilisant le fait qu'ils ne sont pas violents, de faire cet entrisme et de tisser leur toile et de réussir à subvertir certaines institutions, et notamment dans le cadre des municipales de 2026. Donc ce qui prouve bien qu'en fait il n'a rien réfuté, et avec ce type de petite phrase-là, il a montré d'une certaine manière que oui, effectivement, encore faut-il savoir lire entre les lignes. Et... Dernier mot. Oui, je pense que la conclusion, c'est qu'il en sort grandi, il en sort un peu plus présidentiable qu'avant-hier. Alors, peut-être, pour ceux qui ont regardé, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais je pense que... Si, d'ailleurs, je remercie les téléspectateurs qui étaient nombreux devant CNews. Mais dans le rapport, en fait, c'est les petites phrases et le truc qu'il y a entre les lignes, et surtout le fait qu'il ait dit « je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant ». À chaque fois qu'il a été, qu'on l'a poussé sur des cas précis, il a dit en gros « je ne suis pas au courant, je ne prends pas de responsabilité ». Et ça, je pense que ça va lui coûter potentiellement cher à moyen long terme. Bon, vous vous rendez compte de ce qu'il dit sur notre police, qui plus est dans le contexte que l'on connaît, notamment dans la ville de Marseille. Oui, non mais c'est atterrant, et c'est d'une hypocrisie totale, puisque c'est les premiers, toutes ces personnes qui disent que la police tue, sont les premiers à faire appel à la police quand il y a le moindre problème pour qui se sentent atteints, donc pour que la police les protège, et la police les protège parce qu'elle fait son travail. Franchement, il y a quelques chiffres qu'on peut rappeler. Par exemple, dans le cas des refuges d'obtempérer et dans les rodéos urbains, dans 20% des cas, les policiers ont leur vie en danger, donc ils pourraient faire usage de leurs armes, et ils ne font usage de leurs armes que dans moins d'1% des cas. Donc ça veut dire que si, franchement, décrire la police comme étant des gens qui tirent à tout va, c'est profondément faux, et c'est horrible, et d'autant plus là aussi sur les soulèvements de la terre. Il parle de Sainte-Soline, ni oubli ni pardon. Mais excusez-moi, mais vous vous souvenez des images de Sainte-Soline? Vous vous souvenez des pluies de pavés qui tombaient sur les... Non mais c'était hallucinant. Et des cocktails Molotov. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de tuer des policiers. Donc en fait, dire qu'on est dans un état policier, que la police blesse et tue, alors même que... mais ça remonte de plus haut. Quand il y a quelques années, le président de la République parle de violence policière, ça a laissé des traces durables et des taches d'huile dans laquelle LFI s'est évidemment engouffré. Mais... Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'y avoir des suites. Je veux dire, là, si les soulèvements de la terre se sont réclamés, ont revendiqué ça, et ben c'est-à-dire qu'ils doivent être tenus responsables de la structure.
Oui, et puis aussi une forme d'attachement à une tradition, puis aussi une forme peut-être de ras-le-bol, de dire qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. Même à gauche, ça monte jusqu'à 65%. Oui, bien sûr, parce que il faut rappeler quand même quelques faits. Le solstice d'hiver, il était fêté dans la Gaule pré-romaine, dans la Rome pré-chrétienne, et normalement, le sujet a été tranché par le Conseil d'État en 2016. La jurisprudence est hyper claire, c'est-à-dire que à partir du moment où on a affaire à une scène culturelle et festive, alors il n'y a aucun problème à mais c'est là que le bas blesse, pardon de vous interrompre, parce que la frontière entre cultuel et culturel est assez poreuse, et c'est en cela que les polémiques continuent de fleurir chaque année. Tout à fait, mais donc si les maires regardaient vraiment la jurisprudence, en fait c'est assez simple. Il suffirait qu'ils aient un sapin de Noël ou un bonhomme de neige ou un Père Noël à côté de leur crèche, et ce serait considéré, d'après le juge et le Conseil d'État. C'est si simple que ça, c'est vrai que c'est dommage pour certains maires de ne pas y penser. Ouais. Voilà, et donc en fait, c'est parce que le juge doit apprécier le caractère justement cultuel, donc religieux ou culturel, et en fait, en fonction donc si c'est dehors, déjà, il n'y a aucun problème, c'est pour ça que Beaucaire l'a mis dehors, et donc ils peuvent faire des crèches grandioses, mais parce que c'est en dehors de l'enceinte. Si c'est dans l'enceinte, c'est là où effectivement il faut voir si c'est vraiment au milieu de la mairie, s'il y a d'autres éléments plus culturels qui fêtent Noël autour. On se pose quand même des questions existentielles dans ce pays. C'est ça le fond du truc, effectivement, c'est ce qu'on n'a pas des sujets plus importants à traiter. Certes, c'est qu'on en est à ce stade en fait. Normalement, c'est à viser contre le prosélytisme. C'est-à-dire que si votre crèche, elle est monumentale et devant, dans la salle, quand on rentre dans l'Amérique, c'est la première chose qu'on voit, qu'on ne peut pas l'éviter, c'est là où il y a un caractère prosélyte qui a été discuté par le Conseil d'État, etc. Et donc c'est pour ça qu'on veut éviter ça. Et donc du coup, encore une fois, moi je trouve que, pour pas que ce soit un sujet, franchement, juste suivons la jurisprudence du Conseil d'État, puis en vrai, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Bon, le tuer socialement, il n'y a pas d'autre chose. Elles veulent faire peser peut-être aussi une pression sur les futurs employeurs qui pourraient éventuellement vouloir le réhabiliter. Tous ceux qui voudront le faire bosser à l'avenir se retrouveront dans une situation où il y aura une pression, il y aura éventuellement des activistes qui seront devant les différents lieux où ils pourraient se trouver une réaction. Oui, c'est en fait en faisant peser cette pression et donc on a ouvert une boîte de Pandore, hein. Un risque réputationnel, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, et surtout dans le cas d'artistes, donc qui sont dans l'événementiel, s'il y a de la mauvaise presse, finalement, c'est un vrai risque. Donc il y a plein de personnes comme ça d'artistes qui peuvent se retrouver sur la paille du jour au lendemain à cause d'une fausse accusation. Et ça ne sert pas la cause féministe, honnêtement, parce que c'est vraiment, je veux dire, la justice a fait son travail. Quand on regarde un peu ce qu'elle a fait, on ne peut pas dire qu'elle a été partiale ou vraiment du côté de M. Habitant. Donc, il y a un moment où il faut accepter que la justice ait rendu son verdict. Mais en fait, ces personnes ne respectent